Il est bientôt 14 h sur BFM TV. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Nous sommes ensemble jusqu'à 16 h aujourd'hui. Bonjour à tous et bonjour Thomas. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Une édition entièrement consacrée à la situation en Ukraine et Kiev qui résiste malgré l'offensive russe. La capitale a encore vécu des bombardements et des combats en pleine ville ce matin. Le président ukrainien appelle les siens à la lutte contre les troupes de Moscou et assure aussi que des armes occidentales sont en route. Nous avons cassé le plan de la Russie, a-t-il déclaré à la mi-journée. Analyse avec nos invités dans cette demi-heure. Les pays voisins de l'Ukraine doivent-ils craindre une extension du conflit? Emmanuel Macron s'est entretenu avec les présidentes de la Géorgie et de la Moldavie aujourd'hui sur le dossier ukrainien. Il leur a aussi réaffirmé sa détermination à les soutenir contre toute tentative de déstabilisation. Qu'est-ce que cela veut dire? On en parle dans ce journal. Et puis ce premier effet des sanctions internationales contre Moscou, un bateau de commerce russe a été intercepté la nuit dernière au large de Honfleur. Le bâtiment a été dérouté vers Boulogne-sur-Mer, alors que la communauté internationale cherche à isoler économiquement la Russie. Vous verrez que l'exclusion du système financier SWIFT ne fait pas l'unanimité. Et en France, la mobilisation se poursuit en soutien aux Ukrainiens. Nous serons cet après-midi à Lille, à Bordeaux et à Paris où Fabien Roussel, Anne Hidalgo ou encore Yannick Jadot seront présents pour afficher leur solidarité au peuple ukrainien. Les bombardements se poursuivent donc en Ukraine au 3e jour de l'invasion russe et la capitale, Kiev, n'est pas épargnée. Un immeuble résidentiel a été lourdement touché par un missile ce matin. Vous le voyez sur ces images. Selon les autorités ukrainiennes, les frappes ont déjà fait 198 morts chez les civils, dont 3 enfants, et plus d'1 millier de blessés. Le président Zelensky appelle à ne pas déposer les armes pour continuer de défendre Kiev. Le récit de ces dernières heures de combat dans la capitale ukrainienne, tout de suite avec Elisa Tranin et Clément Gauvin. C'est un immeuble résidentiel, non loin de l'aéroport. Éventré, la façade fume encore. Quelques minutes plus tôt, un missile s'est écrasé. Filmé par une caméra de télévision. Un homme nous montre sur son téléphone comment l'explosion a soufflé cet appartement. 80 personnes ont été évacuées par les pompiers. Certains ont vu leur appartement exploser sous leurs yeux. On a réussi à s'échapper. On a eu de la chance car on était dans la cuisine. Le premier bombardement a touché l'entrée. Ma femme et mon fils aîné ont eu les jambes cassées. Mon cadet a été emmené quelque part par les secours. Je le cherche en ce moment. À Kiev aujourd'hui, toujours les mêmes sirènes qui retentissent. Toute la nuit, les bombardements se sont fait entendre. Mais les autorités ukrainiennes assurent que la capitale est sous contrôle. Il y a eu plusieurs affrontements, des fusillades. À 6 h du matin, on recensait 35 personnes blessées, dont 2 enfants. J'ai demandé à tout le monde de garder son calme et de rester dans les abris. Mes amis, la nuit a été dure, mais il n'y a pas de troupes russes dans la capitale. Les troupes russes ne sont peut-être pas là, mais l'armée et les citoyens se préparent. Au milieu d'une rue principale, un Ukrainien creuse une tranchée. Ici, des barricades de fortune. Les rues sont vides. Les habitants se réfugient là où ils le peuvent, dans des caves, des églises. Dans ce bunker, plus d'une vingtaine de familles attendent que les explosions cessent. Beaucoup ont passé la nuit dans les sous-sols du métro. C'est une sorte de jour sans fin. On ressent cela car on n'a pas dormi depuis longtemps. Rester dans la ville est un peu plus sûr car au moins nous avons des infrastructures ici. Nous avons l'électricité, nous avons Skype, le Wi-Fi, Internet. Nous avons aussi des approvisionnements de l'eau, etc. L'ennemi est aux portes de Kiev. Les combats se poursuivent. À une trentaine de kilomètres, 2 avions et un hélicoptère de combat russe ont été détruits, selon le ministère de la Défense ukrainien. Et pour en parler avec nous cet après-midi en plateau, on accueille Patrick Martin-Genier. Bonjour, merci d'être avec nous, enseignant à Sciences Po, spécialiste des questions européennes et internationales. Également présente Hélène Blanc, bonjour. Vous êtes politologue au CNRS, spécialiste du monde russe et co-auteur du livre Bon baiser de Moscou aux éditions Ginkgo. Et puis Emmanuel Dupuis, bonjour, président de l'IPSE, l'Institut de prospective et de sécurité en Europe. On en parle, Patrick Martin-Genier, forcément c'est le contrôle de Kiev qui se joue ces heures. On attend
attendait, en tout cas les Russes, annoncer une prise de Kiev dans la nuit. Ce n'est toujours pas le cas. On résiste encore, mais c'est vraiment ça l'enjeu aujourd'hui. L'enjeu aujourd'hui, effectivement, c'est la capitale, c'est la préservation des pouvoirs publics et du gouvernement, que Volodymyr Zelensky puisse rester à la tête de l'État, car vous savez que les Russes souhaitaient en quelque sorte placer un président fantoche. Hier soir, il a publié une vidéo, le président Zelensky, en disant « ça va être très très dur, c'est cette nuit qui est capitale, nous devons rester, nous devons mobiliser toutes nos forces, la résistance. » Et vous savez que Vladimir Poutine avait appelé l'armée ukrainienne à défaire, à déposer le président. L'armée, non seulement a été fidèle, mais tous les citoyens, tous les habitants, les jeunes, les anciens, sont descendus dans la rue, sont armés et font la résistance. Il y a une extraordinaire capacité de résistance que Vladimir Poutine avait sans doute sous-estimée, qui fait que ce régime continue, la démocratie continue, et aujourd'hui, Volodymyr Zelensky, même si tout n'est pas acquis, a dit « nous allons gagner ». Oui, nous avons cassé le plan de la Russie, dit Zelensky ce matin. C'est du bluff ou on est quand même dans une certaine réalité, Manuel Dupuis? Bon, déjà, le président Vladimir Poutine n'a pas mis en action toutes ses troupes. La nuit dernière, on était très préoccupés parce qu'effectivement, aux proximités de Kiev, 90 hélicoptères de combat étaient prêts à fondre sur la ville. Mon collègue a raison de dire que l'objectif, c'était de casser la dynamique et la légitimité du président. D'ailleurs, un certain nombre de responsables politiques sont déjà rentrés dans la résistance. Vitali Klitschko, l'ancien boxeur maire de Kiev, a pris les armes avec son frère. Vous l'avez d'ailleurs montré en uniforme. Donc la résistance est là, et je crois que le plan du président Poutine était de conquérir Kiev rapidement, pour s'occuper du reste du pays, car je crois que ce qui l'intéresse, c'est plutôt la partie orientale du Dniepr, et donc la partie russophone. En tout cas, la partie qui est proche donc des deux républiques autoproclamées. Mais du coup, est-ce que ça veut dire que c'est plus dur pour l'armée russe que ce qu'elle pensait ? L'armée ukrainienne a largement contenu l'assaut sur Kiev. Elle l'a fait parce que la mobilisation générale est effective. Le président Zelensky, il y a quelques jours, avait appelé à la mobilisation des Ukrainiens de 18 à 60 ans, interdisant d'ailleurs aux hommes de quitter le pays pour justement être prêts à cette résistance. On a d'ailleurs eu et vu des images donc d'une vingtaine de milliers d'armes légères qui ont été distribuées à la population, en plus des 900 000 réservistes que compte l'armée ukrainienne. Et puis surtout, et je crois que le président Zelensky l'avait dit lors de la conférence de sécurité de Munich, un certain nombre de pays européens ont confirmé avoir fourni en armement l'armée ukrainienne. Florence Parly, il y a quelques jours, le ministre Ben Wallace, le ministre britannique de la Défense, et on a bien vu l'efficacité des missiles anti-chars, Milan, français, Javelin, britannique, des missiles anti-aériens Stinger, américains. Et donc, peut-être que le plan de Vladimir Poutine consistait à conquérir Kiev très rapidement. Je crains malheureusement qu'une nouvelle offensive soit à l'ordre du jour, peut-être ce soir. On a bien l'impression, Patrick Martin-Genier, alors malgré ces renforts, en tout cas au niveau logistique, matériel aussi des pays occidentaux, combien de temps pourrait encore tenir Kiev comme ça, même si on voit que la résistance est vraiment là et qu'elle tient le coup, mais on imagine que les Russes quand même sont en supériorité numérique. Combien de temps ça va durer comme ça? Voilà, tout dépend de la stratégie. Ce qui vient d'être dit est tout à fait important, c'est-à-dire que pour l'instant, ils souhaitent vouloir maîtriser certains sites militaires, les principales villes. On a vu hier qu'une centrale thermique avait été détruite à Kiev. Il s'agit de paralyser toutes les infrastructures essentielles à la vie comme à Kiev, mais on voit bien aujourd'hui que ce n'est pas une invasion totale. Donc si demain le conflit s'enlise en quelque sorte et que Vladimir Poutine voit qu'il y a des poches de résistance et que sa technique de finalement neutraliser certaines villes et certains points militaires ne fonctionne pas, en effet, il pourrait peut-être décider cette fois-ci d'une invasion massive. C'est pour ça qu'il est important que l'Europe, les États-Unis soient là, notamment par l'envoi de matériel militaire. Je peux comprendre que du matériel français était parti par la route hier, devait arriver aujourd'hui. Donc tout dépendra effectivement de cette capacité et puis de la capacité de la communauté internationale à finalement à prendre des sanctions extrêmement rapides. Vous avez vu que s'agissant de l'exclusion du système de paiement international SWIFT, eh bien on se rapprochait rapidement d'une décision. Au final, il n'y a plus guère que l'Allemagne qui serait contre l'exclusion. Donc c'est important. Tout à l'heure. Donc finalement, on se rend compte que Vladimir Poutine n'a peut-être pas abattu toutes ses cartes dans ce conflit. Hélène Blanc, vous êtes également avec nous. Alors Emmanuel Macron disait ce matin que la guerre en Ukraine durera. Est-ce que ça veut dire qu'on s'oriente vers un conflit durable ? Oui, je le crains, effectivement, parce que je pense qu'il est clair que Poutine a complètement sous-estimé la capacité de résistance des Ukrainiens qui sont du coup soudés contre l'ennemi,
contre celui qui les envahit, ce qui est un peu normal, parce que c'est quand même lui l'envahisseur. Eux, ils se défendent, ils défendent leur territoire, ils défendent leur terre natale. Je veux dire, ce sont des gens qui aiment infiniment leur pays. Ils sont vraiment de vrais patriotes, comme les Russes d'ailleurs le sont, comme le peuple russe l'est également. Et je veux dire, ils vont je pense, guerroyer jusqu'à la fin, jusqu'au dernier. Et à l'image de leur président, Volodymyr Zelensky, qui montre bien qu'il ne veut pas quitter ce pays, même si les États-Unis ont proposé de l'exfiltrer, il veut rester à la manœuvre. Effectivement, on lui a proposé de l'exfiltrer. Et ce qui est très étonnant, et vraiment je lui rends hommage, pour un ancien acteur que rien n'avait préparé à une crise de ce type, je trouve qu'il a un comportement absolument exemplaire. Il incarne bien le chef de guerre. Il essaie de galvaniser ses troupes, de galvaniser la population et de leur donner quand même l'espoir qu'ils pourraient résister et pas forcément être vaincus. Et proposer à l'armée de démettre le président, c'est vraiment mal connaître la fidélité des Ukrainiens vis-à-vis de leur président. Vous restez avec nous pour analyser donc la situation, ce 3e jour de guerre en Ukraine. On va tout de suite aller à Kiev. On retrouve notre correspondant Alexander Kerry. Alexander, les habitants de Kiev vivent désormais dans la crainte et dans la terreur. Certains, on l'a vu sur des images, trouvent refuge désormais dans le métro qui a même arrêté de fonctionner pour se transformer uniquement en abri anti-bombardement. Oui, en effet, le métro, en tout cas pendant le couvre-feu, fonctionne en abri anti-bombardement. Je suis un peu essoufflé parce que je viens de sortir justement pour aller chercher deux, trois trucs. Et c'est vrai que dehors, c'est une ville assez calme. Ce qui est assez curieux, c'est qu'on voit que certaines personnes, alors il y a très très peu de gens dehors, hein, mais certaines personnes vaquer à leurs occupations, aller chercher de la nourriture, etc. Mais quand même beaucoup de gens en uniforme. Donc voilà, c'est une atmosphère assez irréelle dehors et de très longues lignes, de très longues queues, notamment aux pharmacies et dans ce qu'on appelle les productifs, dans les épiceries qui sont encore ouvertes aujourd'hui. Donc la vie reprend un tout petit peu, la vie reprend un tout petit peu à Kiev, mais on sent tout de même, en tout cas là où j'habite, que ce n'est pas une journée habituelle pour cette ville. La vie reprend légèrement selon vous, mais tout de même, il y a ce couvre-feu qui va être durci dans le pays. Alors comment est-ce que les habitants justement s'organisent pour vivre comme ça sous les bombes ? Eh bien, ils s'organisent justement, j'ai vu dehors ces lignes, ces queues. Donc il y a peut-être autour d'une pharmacie une queue très longue pour des gens qui vont justement aller chercher peut-être des kits de premier secours ou même des médicaments pour tenir. Et au niveau de la nourriture, c'est des queues très longues avec des gens avec de très très gros sacs pour justement se prémunir au cas où. Ce qui m'a frappé, c'est qu'effectivement, encore une fois, la plupart des magasins sont fermés ou alors les supermarchés aux alentours ouvrent, mais pour des heures qui sont pour un horaire assez réduit, quoi. Sander, est-ce que les combats sont visibles dans le centre de Kiev ? Alors dans le centre à proprement parler, non, mais on les entend. On entend les coups de feu, mais on ne les voit pas. On voit certains véhicules, on voit des voitures de police passer d'un côté ou de l'autre, des ambulances passer d'un côté ou de l'autre. On voit certains véhicules militaires passer, mais de là où je suis, on ne voit pas. Voilà, on n'a pas de très près. Ce qui se déroule actuellement. Donc, mais je pense que sans doute ce soir ce sera un peu plus intense. Mais pour le moment, la ville se donne un peu de repos, peut-être en attendant une vague plus forte ce soir. Merci beaucoup Alexander Kerry pour ces précisions. Vous qui êtes donc sur place pour BFM TV à Kiev et qui vivez au jour le jour et nous faites part minute après minute de ce qui se passe et de comment la situation évolue. On vous retrouvera évidemment dans l'après-midi sur notre antenne. La situation à Kiev, donc on le dit, qui se joue ces dernières heures, Patrick Martin-Genier, la population qui a l'air assez résiliente, qui s'abrite avec des familles, des enfants dans les couloirs du métro. Je me mets à leur place parfois et je me demande si en France on aurait cette résilience,
cette façon d'agir aussi vite, de s'abriter, de respecter le protocole, voire de s'engager vraiment. C'est un quotidien chamboulé du jour au lendemain. Oui, mais je pense que nous aurions ce réflexe. Nous l'avons eu pendant la Seconde Guerre mondiale et finalement on est à peu près dans la même situation. Le peuple français, comme le peuple ukrainien, serait capable de se rassembler et de respecter toutes les consignes de sécurité, naturellement. Et lorsqu'un peuple est agressé de cette façon, le réflexe national, le réflexe d'unité fait que l'on combat. On ne se laisse pas envahir de cette façon, quel que soit le peuple ukrainien, français, et c'est exactement ce qui se passe. Mais moi, il y a un événement extraordinaire que je trouve vraiment qu'il faut souligner. On avait dit, on a cru au début que le peuple russe allait soutenir Vladimir Poutine. Et figurez-vous que même des soldats ont été arrêtés, ont été faits prisonniers, non pas assassinés comme ont fait les Russes vis-à-vis des Ukrainiens. Et finalement, on leur a posé la question, pourquoi êtes-vous là? Et ils ne savent pas pourquoi ils sont là. En réalité, les soldats, ils ne voient pas le sens de cette intervention en Ukraine. Ce qui veut dire qu'il n'a même pas le soutien, je pense, en tout cas d'une partie de la population. On a un chef d'État, un gouverneur qui est enfermé dans son Kremlin, qui pensait avoir tout le soutien de son peuple derrière lui. On a vu quelques manifestants à Moscou qui ont été enfermés, arrêtés. Et à Saint-Pétersbourg hier soir, il y a une manifestation plus importante qui montre que ce régime pourrait être déstabilisé car le peuple russe ne veut plus de cette aventure militaire. Ils ne comprennent pas. Et même des Russes, comme des Ukrainiens appartenant à la communauté russophone, sont allés voir des Russes devant les chars, leur ont dit « Qu'est-ce que vous faites là? Laissez-nous régler nos problèmes nous-mêmes. » Depuis 30 ans, à l'écroulement de l'Union soviétique, c'est toute une génération qui est passée. Et donc ce que n'a pas compris Vladimir Poutine, qui avait commencé sa carrière au KGB, qui a 70 ans, donc qui a toute l'histoire derrière lui, qui a commencé sa carrière dans l'Union soviétique, il n'a pas compris que les temps avaient changé. Et ce mouvement de résistance autour du président et ce formidable regroupement pour lutter contre l'ennemi, eh bien, c'est une surprise pour lui. Ce qui peut comporter des risques, en effet, si jamais il considérait que la partie allait se perdre, il pourrait décider cette fois-ci d'une invasion massive. On est donc encore dans une étape extrêmement périlleuse. Emmanuel Dupuis, comment les Ukrainiens, les habitants réagiraient si Moscou prenait le pouvoir dans les prochains jours? Ils y sont clairement hostiles. Alors je crois qu'il y a effectivement ce qui a été dit, il y a une hostilité non seulement de la population russe, mais de la population des pays qui sont associés malgré eux à cette offensive. Il faut toujours avoir à l'esprit que c'est une offensive qui engage des troupes russes, des troupes biélorusses, des troupes qui viennent de la totalité de la Russie, et j'ai cru comprendre aussi des ressortissants de l'organisation du traité de sécurité collective, donc l'organisation qui avait été créée justement pour assurer la sécurité collective des pays qui avaient quitté l'Union soviétique en 1991. On a quelques preuves d'Arméniens, de soldats arméniens. L'Arménie assure actuellement le secrétaire général de l'organisation du traité de sécurité collective. Donc effectivement, il y a peut-être une interrogation de la part des combattants. Il faut avoir à l'esprit que l'armée russe est une armée de conscription et que évidemment cela impact aussi sur le moral des troupes. Et puis ne pas oublier que la Russie et l'Ukraine étant historiquement, géographiquement liées, il y a forcément des Russes qui ont de la famille en Ukraine et des Ukrainiens qui ont de la famille en Russie. Ça peut aussi jouer. Et puis un autre élément qui, à mon avis, est tout aussi déterminant, c'est que la pression n'est non seulement une pression économique, mais c'est une pression diplomatique. Et de ce point de vue, c'est vrai que les diplomates russes, qui avaient négocié l'adhésion de la Russie à l'OCDE, qui vient juste d'être abrogée, suspendue, la Russie qui était très fière d'avoir pu réintégrer le Conseil de l'Europe, qui a été suspendu hier soir. Elle est toujours membre du Conseil de l'Europe, mais elle n'est plus membre du Comité des ministres et de l'Assemblée parlementaire. Ça va aussi jouer sur le leadership russe et sur un certain nombre de responsables qui trouveront peut-être un moyen de mettre une pression diplomatique sur Sergueï Lavrov, qui est peut-être plus conciliant ou peut-être plus ouvert aux négociations que certains jusqu'au-boutistes, que certains sécuritocrates du Kremlin. Hélène Blanc, Patrick Martin-Genier évoquait tout à l'heure aussi cette partie de l'opinion russe, des habitants de Russie qui s'opposent à cette intervention militaire russe en Ukraine. Quel est le risque pour Vladimir Poutine que cette population s'indigne plus, fasse savoir qu'elle est opposée à ce que fait son président? Bien, comme vous le savez, il y a eu plusieurs manifestations déjà. Ouais. Et on sait très bien que manifester en Russie, il faut avoir beaucoup de courage parce qu'on est immédiatement arrêté, passé à tabac. Enfin, je veux dire, ces gens-là ont beaucoup de courage de manifester. Il y a eu plus de 1000 arrestations en premier jour de manifestants. Et ça va continuer parce qu'ils vont continuer à manifester. Alors évidemment, on ne peut pas dire que toute la population russe est derrière Vladimir Poutine. Ça me paraît clair. Parce que les Russes, si vous voulez, depuis une bonne vingtaine d'années, sont totalement désinformés. Ils ne savent absolument pas ce qui se passe sur le plan international et sur le plan intérieur.
la télévision russe où on voit Poutine tous les jours faire quelque chose, chasser, trouver une amphore qui est à 20 mètres du bord de la mer, etc. Bon, je plaisante parce que c'est un peu gros, mais bon, il y a des gens qui... C'est le culte de la personnalité. Donc, si vous voulez, lui, il fait son job. Mais malgré tout, je pense que les Russes qui aiment... Globalement, ils aiment les Ukrainiens. Ils ont eu le même destin. Vous voyez ce que je veux dire? Et comme disait Monsieur Martin-Genier, il y a des liens de famille, d'amitié entre les deux pays. C'est compliqué. Je pense que même dans l'armée russe, il doit y avoir des Ukrainiens. C'est pas impossible. Donc, on leur demande quelque chose de fou. Poutine veut redessiner les frontières. Alors, si on commence comme ça, pourquoi l'Allemagne ne demanderait pas l'Alsace-Lorraine? Pourquoi est-ce que l'Italie ne demanderait pas, je sais pas, la Corse ou la République? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est un nouvel ordre mondial c'est impossible. veut dessiner. Ouais. Vous restez avec nous et on continue d'analyser la situation toute l'après-midi sur BFM TV à 14h18. L'actualité de cette crise ukrainienne, c'est aussi ces manifestations cet après-midi en soutien au peuple ukrainien. Elles ont lieu dans plusieurs villes de France, notamment à Lille. Et parmi les manifestants de Lille, le candidat du Parti communiste à l'élection présidentielle, Fabien Roussel, qui est en direct avec nous. Merci de répondre à nos questions en direct sur BFM TV, Fabien Roussel. Quel est votre message donc adressé au peuple ukrainien et directement à Vladimir Poutine? D'abord, c'est important de se retrouver tous ici. On est très nombreux pour exprimer notre solidarité au peuple ukrainien. Il y a ici, parmi les manifestants ch'tis, il y a aussi des ressortissants polonais, ukrainiens, biélorusses, russes aussi, présents pour exprimer leur émotion, pour appeler au cessez-le-feu, pour demander au retrait des troupes russes de l'Ukraine. Et c'est important qu'on soit le plus nombreux possible à pouvoir le dire. C'est important aussi que toute la communauté internationale, la plus large, soit unie pour demander le cessez-le-feu et le retrait immédiat des troupes russes de l'Ukraine. C'est une violation extrêmement grave des règles fondamentales du droit international qui ont été violées par le président Poutine. Et il faut réussir à le mettre au banc de la communauté internationale, réussir à parler d'une seule voix pour obtenir le cessez-le-feu et le retrait des troupes. Alors, ce qui préoccupe aussi beaucoup les Européens actuellement, c'est l'accueil de ces réfugiés ukrainiens qui fuient vers l'ouest du continent. La France doit-elle accueillir ces réfugiés ? Bien sûr, notre tradition d'accueil doit aujourd'hui vivre, mais plus que jamais, pas seulement la France, l'ensemble des pays de l'Union européenne doit être en capacité d'accueillir celles et ceux qui fuient la guerre aujourd'hui. Et j'espère que nous allons tous le dire, y compris ceux qui, en France, disaient il y a encore quelques jours qu'il faut ériger des murs à la frontière de l'Union européenne et n'accueillir personne. On voit bien que face à la réalité, face à la vie, face aux drames humains qui se jouent en ce moment, l'heure n'est pas à construire des murs, mais l'heure est à accueillir celles et ceux qui fuient la guerre pour pouvoir justement avoir ce devoir, ce droit d'asile que nous devons faire vivre. Mais comment, Fabien Roussel? Est-ce que vous avez des propositions concrètes pour accueillir ces réfugiés? Ah oui, je peux vous en faire une d'ailleurs. Je crois qu'il y a des grandes villas qui appartiennent à des oligarques russes en France. Il faut non seulement les réquisitionner, mais ça peut être des lieux d'accueil pour ces réfugiés qui fuient la guerre. Voilà une proposition que je mets sur la table et on verra bien à ce moment-là si ça fait réagir là-bas du côté de la Russie. Mais surtout, nous devons pouvoir mobiliser dans chaque commune la possibilité de pouvoir accueillir dans chaque commune de France, une famille, 2 familles, ça fait déjà beaucoup de monde. Et que chaque pays de l'Union européenne prenne sa part. C'est comme cela que nous ferons véritablement jouer une véritable solidarité européenne en direction de ces réfugiés qui fuient la guerre. La réponse de la France et de l'Union européenne, de manière générale, face à cette invasion russe, elle vous paraît suffisante à l'heure actuelle ? La réponse de la France, ça doit être une réponse ferme et en même temps la possibilité de maintenir un dialogue avec le président Poutine, avec le président ukrainien et ensemble avec l'ensemble des pays de l'Europe. Et l'Europe, c'est un continent fort de 40 États qui va de Paris jusqu'à Moscou. Il faut que l'on réussisse à se réunir tous ensemble pour faire en sorte d'avoir un vrai dialogue entre nous.
Merci beaucoup Fabien Roussel, candidat du Parti communiste à l'élection présidentielle, au cœur donc de ce rassemblement en soutien au peuple ukrainien qui se tient en ce moment même à Lille. Merci d'avoir réagi cet après-midi sur BFM TV. Alors sur le plan de la diplomatie, justement, Emmanuel Macron a décidé de bousculer son agenda en raison de la guerre en Ukraine. Le chef de l'État devait passer la journée au Salon de l'Agriculture qui ouvre aujourd'hui à Paris. Finalement, il n'est resté qu'une heure pour rencontrer certaines organisations professionnelles. Il a aussitôt regagné l'Élysée où on va retrouver tout de suite Agathe Lambray. Car Agathe, le président a convoqué un nouveau conseil de défense. Ce sera tout à l'heure à 17h, le troisième depuis lundi. Exactement, le troisième depuis lundi consacré à cette crise. Autour du chef de l'État, il y aura comme d'habitude une poignée de ministres, les chefs du renseignement, les chefs militaires, un nouveau conseil de défense pour faire un point très précis sur la situation et pour voir s'il faut décider de nouvelles mesures, me disait un proche d'Emmanuel Macron. Premier sujet aujourd'hui, alors que l'Ukraine tente depuis 3 jours de résister face à l'armée russe, jusqu'où faut-il aller dans l'aide à Kiev? La France envoie déjà de l'argent et du matériel militaire. Faut-il aller plus loin? La Belgique et les Pays-Bas ont annoncé aujourd'hui qu'ils enverraient des armes au pays. Deuxième sujet, les conséquences très concrètes de cette guerre sur la France et sur les Français. D'abord, il faut gérer l'évacuation des Français toujours présents en Ukraine qui sont coincés sur place. Ensuite, le sujet de l'accueil des réfugiés alors que des dizaines de milliers de personnes ont déjà fui le pays. Enfin, les répercussions économiques. Emmanuel Macron a confirmé ce matin que cette guerre aurait des conséquences sur les coûts de l'énergie ou sur nos exportations. Il faut faire en sorte que ce soit le moins douloureux possible pour les Français. Emmanuel Macron qui, en parallèle, poursuit ses échanges avec ses homologues en première ligne. Il a eu encore très tôt ce matin Volodymyr Zelensky. Et puis, il s'est entretenu cet après-midi avec les présidentes de Géorgie et de Moldavie, alors que la France redoute une expansion de ce conflit à ces pays voisins de l'Ukraine. Merci Agathe Lambray pour ces précisions en direct de l'Elysée où se tiendra donc à 17h ce conseil de défense. Restez avec nous dans quelques minutes, on se retrouve pour la suite de ce journal et donc on continue de suivre la situation de cette invasion russe en Ukraine et Kiev qui continue de résister à l'assaut des Russes encore aujourd'hui. À tout de suite. Amor mio. Bonjour monsieur. Bonjour, je viens pour faire ma dose de rappel. Il y a des rendez-vous à ne pas manquer. Pour continuer à vous protéger, pensez dès maintenant à votre dose de rappel. Qu'est-ce que tu crois, chérie? Qu'un génie va apparaître pour nous aider à vendre la maison? Arthurimo.com. Il a dit arthurimo.com là. Et pourquoi arthurimo.com? Agent et expert immobilier, double compétence. Évaluez le prix de votre bien sur arthurimo.com. Cheveux en mauvais état? Il manque de force? Et vous avez des problèmes de chute de cheveux? Découvrez Luxéol. Il stimule le bulbe. Il augmente la pousse des cheveux, fortifie et améliore l'état des cheveux. C'est Luxéol pousse, croissance et fortification des cheveux. Existe en gélule et également à boire et à croquer. Disponible en pharmacie et sur luxéol.com. À découvrir parmi la gamme Luxéol. Améliorez vraiment les notes de votre enfant avec les cours particuliers GoStudent. Comment? Avec des professeurs particuliers qui comprennent parfaitement ses besoins et créent un programme d'apprentissage sur mesure avec des leçons lorsque c'est nécessaire. Les cours particuliers GoStudent, quel plaisir d'avoir de meilleures notes. Réservez une leçon d'essai gratuite sur gostudent.org. Enfant, je dévorais tous les fruits du jardin. J'adorais cuisiner les légumes. Aujourd'hui, passionnée pour la vie, je m'engage pour les fruits et légumes frais. Je protège. Je récolte. Je calibre. J'importe. Je distribue. Je valorise. Je sélectionne. Et je cuisine. Et tout ça pour le plaisir de partager.
professionnels des fruits et légumes frais, passionnés pour la vie. Ce monde donne parfois l'impression que le rendement passe avant l'environnement, que rentabilité et progrès social sont incompatibles. Mais si un autre monde était possible? Un monde où votre épargne encouragerait les entreprises à se transformer. C'est pourquoi Amundi propose des placements qui permettent à votre épargne de contribuer à construire ce monde. Et vous, dans quel monde voulez-vous investir et vous investir? Amundi, la confiance, ça se mérite. Sushi ou italien? Sushi. Ah, et pour la couleur, taupe, évidemment. Ouais, mais faut que ça pète. Ça sera des rangements en hauteur. Moyen haut. Nous, ce qu'on voudrait, c'est un îlot central. Sur le côté. Enfin, sur le côté, au milieu, quoi. Sur le côté. Très bien. Plan de vie, fabrication, poste de votre cuisine. Avec SoCook, tout est clair, même si vous ne l'êtes pas toujours. SoCook, des cuisinistes pas comme les autres. Avec Perco, revivez pleinement en prenant soin de votre dos. Grâce à ses tenseurs, ce t-shirt redresse votre dos, renforce vos muscles et soulage vos douleurs en restant invisible sous vos vêtements. Profitez de la livraison gratuite sur perco.com. Perco, libérez votre dos. Dispositif médical. Bon, ça peut plus durer. Il faut reprendre en main notre copro. Et imaginez un ascenseur qui fonctionne, de la lumière dans le hall d'entrée et l'interphone réparé. Avec Matera, la copro va enfin changer. Passez au sein du coopératif et économisez 30% de charge. Demandez votre devis sur matera.fr. Oui, je sais, ça va être dur à entendre, mais malheureusement, cet arbre à chat géant composé de tyroliennes, de ponts suspendus et de mini-rondins hyper durs à agripper avec des coussinets ne sera pas vraiment la raison principale qui va motiver les gens à louer votre bien plus cher que la moyenne. En revanche, le fait qu'il soit placé à proximité des commerces va vous permettre de le louer 30,7% plus cher. Alors rendez-vous sur meilleursagents.com pour découvrir notre outil d'estimation locative et louer au meilleur prix. Meilleursagents.com, tout commence par une bonne estimation. J'ai perdu 15 kilos avec Comme J'aime. Vous savez ce que ça représente en balles de tennis? Eh bien, ça représente 256 balles. Et j'aurais très bien pu vous le dire en bouteille d'eau. Parce que grâce à Comme J'aime, j'ai perdu l'équivalent de 15 bouteilles d'eau. Ou encore en raquette. Vous avez une idée? 56. Et en paire de chaussettes, 750. Testez Comme J'aime maintenant pendant une semaine et payez plus tard uniquement si vous êtes satisfait. Alors rendez-vous sur commej'aime.fr et surtout, n'oubliez pas le .fr. Retrouvez la météo avec le télépéage Ulysse. Sans contact, sans arrêt, sans souci, passez du télépéage au télésiège en un bip. Gagnez du temps avec l'abonnement télépéage Ulysse. Un week-end très ensoleillé sous la protection de l'anticyclone et ça va durer puisque nous allons retrouver encore tout au long de cette journée de dimanche ce ciel largement dégagé. Petit bémol malgré tout sur la façade atlantique et le sud-ouest, ce sera un tout petit peu plus couvert avec localement quelques ondées mais 2-3 gouttes. Dans l'après-midi, le soleil sera toujours très largement dominant. Ce sera un peu plus nuageux au pied des Pyrénées et sur le quart sud-est où il pourrait neiger au-dessus de 800 mètres sur les Alpes du Sud. Vos températures au lever du jour, encore de fréquentes gelées, -4 à Auxerre, à Clermont-Ferrand, 6 à Biarritz et dans l'après-midi, des températures en hausse au nord. Il fera 11 à Paris, 17 à Bordeaux. C'était la météo avec le télépéage Ulysse. Sans contact, sans arrêt, sans souci, passez du télépéage au télésiège en un bip. Gagnez du temps avec l'abonnement télépéage Ulysse. Les titres à la une de votre journal de 14h30. Au troisième jour de l'invasion russe, l'Ukraine résiste. Les combats se poursuivent dans de nombreuses villes du pays, mais Kiev reste sous le contrôle ukrainien. Aujourd'hui encore, la capitale a vécu de nouveaux bombardements. Ce matin, on en parle dans cette édition. Conséquence de cette guerre, 100 000 Ukrainiens auraient déjà quitté leur foyer, 50 000 selon l'ONU qui ont donc été déplacés et l'exode se poursuit particulièrement vers l'Est et l'Ouest de l'Europe. On retrouvera Anthony Lebos dans une gare polonaise située à la frontière avec l'Ukraine où les réfugiés, vous le verrez, sont chaleureusement accueillis. Et puis nous parlerons de ce bateau commercial russe intercepté dans la Manche et dérouté à Boulogne-sur-Mer. La douane enquête actuellement pour connaître ses liens possibles avec une entreprise russe visée par les sanctions européennes contre la Russie.
Nous revenons donc largement dans ce journal sur les suites de ce conflit russe en Ukraine. Mais un immeuble tout d'abord d'habitation d'une trentaine d'étages situé près de l'aéroport de Giuliani a été touché par un missile russe. On ignore encore le bilan. Ailleurs dans le pays, cette nuit a également été marquée par de nouveaux bombardements. Le point sur la situation de ces dernières heures, Emmanuel Binet avec Clément Gauvin. Des débris de véhicules militaires encore fumants. Et au sol, dans la neige, le corps d'un soldat russe. À Kharkiv, deuxième ville du pays, les bombardements russes ont fait de lourds dégâts. Comme cette image impressionnante d'une tête de missile venue s'écraser en plein centre-ville. De lourds dégâts aussi plus au sud, à Donetsk au Donbass, où 2 avions et un hélicoptère de combat russe ont été détruits par l'armée ukrainienne. Ici, la porte de la maison de cette habitante a été criblée de balles et les fenêtres soufflées par les déflagrations. Après la fin des bombardements, ma petite fille m'a dit que nous étions pris pour cible, ce qui m'a terrifiée. C'était comme un cauchemar. Comment quelqu'un a-t-il pu faire ça à des civils? Qu'avons-nous fait de mal? C'est tellement honteux, mon Dieu. Quand est-ce que les conflits vont s'arrêter? Des victimes sont déjà à déplorer. Cette femme, au milieu des décombres, n'a pas survécu au bombardement de sa maison. À Kiev, les soldats de Moscou multiplient les attaques et les sabotages. En riposte, l'armée ukrainienne affirme avoir détruit un convoi russe ce matin. Les civils ont pris les armes, comme l'ancien président Petro Porochenko. Voici une petite Kalachnikov. Nous avons peut-être 4 missiles anti-chars Enlow, 300 membres de la défense territoriale, 2 mitrailleuses, et c'est tout. De son côté, l'armée russe confirme avoir utilisé des missiles de croisière navale et aériens sans viser la population civile. Au total, pendant la nuit, 821 infrastructures militaires ukrainiennes ont été touchées. Parmi elles, 14 aérodromes militaires et 19 centres de commandement. Permettez-moi de souligner une fois de plus que seuls les sites d'infrastructures des forces armées ukrainiennes sont visés. Pour soutenir l'offensive russe, 10 000 soldats supplémentaires vont être envoyés en Ukraine par la Tchétchénie. Une direction de l'Ukraine à présent, puisque nous sommes en direct avec un ressortissant français à Kiev. Olivier Védrine, bonjour, merci de répondre à nos questions cet après-midi sur BFM TV. Question toute simple pour commencer, comment avez-vous vécu ces dernières heures? Eh bien, écoutez, cette nuit j'ai dormi donc, dans l'abri de mon immeuble, donc, qui est un abri contre les bombardements. J'étais avec une jeune famille, donc ils devaient avoir à peine 25 ans tous les deux, avec une petite fille de 4 ans. C'est compartimenté par il y a différentes pièces dans l'abri. Donc moi j'étais avec cette jeune famille. Donc voilà, j'ai passé ma nuit à dormir sur des palettes avec une couverture. Et quel est l'état d'esprit justement des personnes autour de vous que vous côtoyez, que vous avez vu dans cet abri notamment? Est-ce que vous ressentez une certaine inquiétude ou est-ce que vous sentez qu'ils font pour l'instant avec les informations qu'ils ont et qu'ils attendent de voir comment ça évolue? Et qu'ils ont espoir peut-être aussi que Kiev ne tombe pas aux mains des Russes? Je pense que tout le monde a espoir, tout le monde est dans l'inquiétude. Et puis il y a beaucoup de fake news, donc qui croire, donc c'est vraiment pas évident. Donc tout le monde se regroupe en famille, entre amis, voilà. Justement, les fake news, vous en parlez. Comment est-ce que vous vous informez de ce qui se passe autour de vous? Nous avons il y a Signal, Telegram, et puis les réseaux sociaux en général, et puis il y a les familles, il y a les amis, enfin voilà, donc c'est un peu la débrouille par tous les moyens, quoi. On voit que de nombreux habitants de Kiev ont décidé de quitter la ville, des habitants des autres régions quittent également massivement l'Ukraine en ce moment. Est-ce que vous-même, vous avez envisagé de quitter la capitale ukrainienne et est-ce que c'est difficile, très basiquement, de partir de Kiev en ce moment? Écoutez, là-dessus, vous le savez, je l'ai déjà répété, moi je suis en lien avec l'ambassade de France
Et comme je l'ai déjà dit, j'ai comme ami l'ambassadeur de France, Étienne de Poncin, qui est un homme de responsabilité et d'honneur. Il nous dit de rester et d'attendre l'évacuation. Donc nous restons. Nous avons des consignes de sécurité très strictes que nous devons respecter et nous les respectons. Après, si certains Français ont pris peur, ont quitté Kiev malgré les conseils de l'ambassade, c'est un problème puisqu'ils vont se retrouver sur les routes avec et on le sait, il y a certaines voitures qui sont sous les feux ennemis. Et puis il y a comme vous l'avez dit, un engorgement aux frontières. Donc je pense qu'il faut écouter l'ambassade. Il faut vraiment écouter l'ambassade de France. Merci Olivier Védrine d'avoir témoigné cet après-midi sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes ressortissant français vivant à Kiev et donc on entend que vous comptez rester encore dans la capitale tant qu'on ne vous donnera pas l'ordre de quitter évidemment la ville. Bonjour Valéria Faure-Muntian, vous êtes députée La République En Marche de la Loire, présidente également du groupe d'amitié France-Ukraine à l'Assemblée nationale. Quelles sont les préconisations justement que vous pourriez donner pour l'accueil de réfugiés en France, éventuellement prochainement, peut-être dans les jours qui viennent, puisque on le rappelle, plus de 100 000 Ukrainiens selon l'ONU ont quitté leur foyer, 50 000 ont déjà quitté le pays. On peut s'attendre à ce qu'ils arrivent en France. Comment est-ce qu'on pourrait les accueillir ? Alors, principalement, ce sont les femmes et les enfants qui quittent le territoire. Pour rappel, le président Zelensky a demandé aux hommes entre 18 et 60 ans de rester sur le territoire national et défendre leur patrie. Donc, ces femmes et ces enfants arrivent dans les pays frontaliers, la Moldavie, la Roumanie, la Pologne, la Hongrie. Ces pays ont d'ores et déjà commencé à organiser des accueils et des hébergements d'urgence et de fortune. Évidemment, l'ensemble des pays de l'Union européenne doivent se coordonner pour répartir ces familles sur le territoire. L'OFPRA avait fait des déclarations comme quoi ils étaient prêts à traiter les dossiers. Maintenant, de la Pologne à la France, la route est longue, donc il faut qu'on puisse aussi se coordonner sur les transports et puis les hébergements. De nombreuses communes, de nombreux départements en France ont proposé des solutions d'hébergement. Des nombreux particuliers, les demandes affluent, les propositions d'hébergement au domicile des Français affluent. Il y a une vraie solidarité européenne qui est mise en place aujourd'hui. Maintenant, le tout est de le faire coordonner par le Quai d'Orsay pour éviter justement des initiatives individuelles qui pourraient complexifier la situation. Exactement comme vient le dire notre concitoyen à Kiev, il faut écouter l'ambassade, écouter le Quai d'Orsay, puisque les initiatives individuelles pourraient complexifier sacrément la situation. Tout à l'heure, sur notre antenne, Fabien Roussel, le candidat du Parti communiste à l'élection présidentielle, a fait cette proposition de réquisitionner les villas des milliardaires russes sur la Côte d'Azur pour accueillir des réfugiés en France. C'est une bonne idée ? Écoutez, les déclarations à l'emporte-pièce, sincèrement, je trouve que c'est une déclaration qui ne vaut pas grand-chose, même pas le temps pour qu'on l'écoute. Les hébergements d'urgence nécessitent un certain nombre d'éléments, la prise en charge psychologique, médicale, les hébergements pour enfants nécessitent aussi des installations particulières. C'est pas parce que les milliardaires russes ont des propriétés qui vont être saisies. On a pris des décisions au niveau européen pour qu'ils aient plus accès à leurs propriétés s'ils sont sous sanction. Ne sont certainement pas adaptés à l'accueil des femmes et des enfants qui vivent la guerre depuis 3 jours et qui essaient d'échapper au feu des militaires russes sur le sol ukrainien. Merci Valéria Faure-Muntian de nous avoir donné votre éclairage et votre avis donc, sur la proposition de Fabien Roussel. Je rappelle que vous êtes député à La République En Marche de la Loire et présidente du groupe d'amitié France-Ukraine à l'Assemblée nationale. On va prendre la direction de la Pologne à présent puisqu'on parle du sort de ces réfugiés. Ils sont nombreux à avoir pris la route vers l'ouest. Et Anthony Lebos, vous êtes dans une gare située en Pologne, de l'autre côté de la frontière avec l'Ukraine. Un lieu qui s'est transformé en véritable point d'accueil, voire même de secours de ces réfugiés.
Oui, absolument. C'est une gare de cette petite commune au sud-est de la Pologne, à 15 km de la frontière, qui s'est véritablement transformée en centre d'accueil, en centre de secours. Il y a maintenant plus d'une heure, il y a un train en provenance de Kiev qui est arrivé ici. Vous voyez par exemple Simone qui a fui les bombes de Kiev, qui vient d'arriver ici, et tout est prêt, tout est organisé depuis plusieurs jours pour les accueillir, notamment l'aide alimentaire. Ici, il y a évidemment beaucoup de réfugiés qui attendent de récupérer quelques vivres, mais c'est l'armée et les forces de police locales qui gèrent ce spot alimentaire avec évidemment des boissons, de quoi manger, de quoi se brosser les dents également. Il y a l'aide alimentaire, il y a aussi l'aide médicale. On va essayer de se frayer un chemin dans ce hall de gare, mais vous voyez, il y a aussi un point médical. On voit cette affiche-là qui est désignée un petit peu plus loin. On voit une rangée de réfugiés ukrainiens, beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants, parce que les hommes sont toujours réquisitionnés pour aller combattre au front. Nous avons pu interroger 2 mères de famille qui ont pu fuir la guerre et arriver ici en Pologne. Elles s'appellent Tania et Natalia. Écoutez leur témoignage. Je suis arrivée à Lviv avec mes 3 filles après avoir passé 12 heures dans le train. Mon mari est resté là-bas. C'est trop difficile de vous expliquer à quel point on a vécu des moments difficiles. Nous sommes très fatigués. Le train s'arrêtait souvent, on ne pouvait pas utiliser les toilettes et les fenêtres étaient fermées et bloquées. Les enfants criaient, c'était très dur. On est arrivé très tard hier soir. Maintenant, on va aller à Varsovie car des amis nous ont invités. Mon mari est parti combattre et moi, je dois sauver nos 2 enfants. Nous avons roulé toute la nuit, de 7 h du soir à 7 h du matin. Ma mère vit à Berlin, donc j'aimerais la rejoindre. Nous n'avons rien fait de mal pour que cela arrive et maintenant on voit des avions en feu au-dessus de nous. Nous sommes très heureux d'arriver ici en Pologne. Vous nous aidez beaucoup. Et parce que les hébergements d'urgence ici sont saturés, les autorités locales ont aménagé une sorte de dortoir de fortune dans un autre hall de cette gare ferroviaire ici. On peut voir ici au loin, Nicolas Planck va s'approcher, mais plusieurs dizaines de lits qui ont été aménagés pour que ces réfugiés ukrainiens, de jeunes enfants, vous le voyez à l'image, puissent enfin se reposer après leur long périple. Merci beaucoup pour ce point en direct donc d'une gare polonaise. Anthony Lebos avec Nicolas Planck, nos envoyés spéciaux sur place. Nous sommes toujours avec nos invités, Patrick Martin-Genier, Hélène Blanc, Emmanuel Dupuis, président de l'IPSE. Sur cette question des réfugiés, on l'a vu à l'instant, 100 000 Ukrainiens déjà arrivés en Pologne. Et les prévisions du Haut Commissariat aux réfugiés sont assez alarmantes, puisqu'il évoque de 1 à 5 millions de personnes déplacées en fonction de l'évolution du conflit. Ça va devenir un vrai sujet pour les pays de l'Union européenne. Ça va d'abord devenir un sujet pour les pays limitrophes. Je crois qu'il faut le rappeler. Entre l'Ukraine et la France, il y a avant tout les pays qui sont en première ligne. Et d'ailleurs, il faut se féliciter que Nicolae Ciucă, le Premier ministre roumain, ou la présidente de Moldavie qu'a eu Emmanuel Macron, Maia Sandu, ait largement accepté et donc ouvert leurs frontières. D'ailleurs, spontanément, plusieurs dizaines de milliers, paraît-il, c'est les informations que j'ai de Bucarest, de citoyens roumains sont allés spontanément à la frontière pour véhiculer les réfugiés qui arrivent. Donc c'est la première chose, évidemment, qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que la France arrivera après. Puis surtout, il faut se souvenir qu'il y a déjà une importante diaspora ukrainienne dans d'autres pays. Il y a 1,4 million d'Ukrainiens qui vivent au Canada. Et qu'il y a aussi, sans doute, une partie de ces populations qui n'ira pas forcément en Europe, mais ira là où se trouve leur famille, par exemple dans l'Ontario, où il y a une grosse population ukrainienne. Toujours avoir à l'esprit que la vice-première ministre canadienne, ministre de la Finance, est elle-même une citoyenne ukrainienne. Donc il y a un lien particulier avec un certain nombre de pays, mais je crois que c'est effectivement un sujet européen qui doit être prise en compte. Je crois d'ailleurs que c'est la raison pour laquelle les ministres de l'Intérieur, donc du Conseil de l'Union européenne, présidé par la France, donc Gérard Darmanin, vont se préoccuper et se saisir de cette question. Juste une information à vérifier qui confirme un peu les réflexions qu'on a eues dans le premier tour de table. Il semblerait que le chef d'état-major russe, Valéry Gerasimov, ait été limogé par le président Poutine. Merci pour l'information. On va en effet la vérifier sur cette antenne. Patrick Martin-Genier, on parlait de sort de ces réfugiés, de leurs horizons parfois lointains. Comment est-ce que cette situation va se répercuter aussi sur le pays, sur l'Ukraine qui va se vider de sa population, d'une partie en tout cas, et sur les conséquences de la guerre sur place?
Oui, c'est vrai. L'Agence des réfugiés des Nations Unies a dit qu'il pourrait y avoir jusqu'à 5 millions de réfugiés. Donc ça posera, vous avez dit, un problème pour l'Europe. Mais je crois que les ministres de l'Intérieur se réunissant, chacun va accepter de prendre sa part de l'accueil des réfugiés. Je crois toutefois que beaucoup de réfugiés ont vocation à revenir dans leur pays. Car on a un président qui a été extraordinairement courageux. Les hommes sont restés sur place. Et donc je pense que les familles ne vont pas être éternellement séparées. Une fois que espérons que la situation va être rétablie. Si la situation est rétablie, si il y a un véritable cessez-le-feu, si on dissuade Vladimir Poutine de son agression militaire, une fois qu'on aura stabilisé la situation, effectivement, pour l'Ukraine va s'ouvrir une nouvelle page. D'abord, le retour des familles qui sont séparées, qui n'ont pas vocation à partir totalement à l'étranger. La séparation de famille, l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, c'est le regroupement familial. Donc, ces familles n'ont pas vocation à être séparées. Donc, une partie reviendra et va reconstruire le pays. Je crois qu'aussi, il y a une obligation pour les futurs pouvoirs publics, le futur gouvernement en Ukraine et de la part de l'Europe, c'est d'accélérer véritablement l'adhésion de ce pays à l'Union européenne. Je crois que c'est vraiment une priorité politique. Nous avons trop tardé. Déjà, on peut dire que l'OTAN, c'est trop tard, parce que c'est un casus belli, on l'a bien vu. Maintenant, beaucoup de pays ne souhaitent pas que l'Ukraine soit dans l'OTAN. En revanche, l'adhésion à l'Union européenne, oui, avec des plans de secours d'urgence pour reconstruire ce qui a été détruit. On a vu que la France, que les États-Unis avaient prêté beaucoup d'argent. L'Allemagne aussi est allée avec son chèque pour donner de l'argent à ce régime. Donc il faut mobiliser cet argent pour reconstruire une économie, mais surtout mieux l'intégrer sur le plan économique à l'Union européenne, de façon à ce que cette économie puisse repartir. Et vous découvrez en ce moment ces images en direct à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine, où vous le voyez. Donc des Ukrainiens cherchent à fuir leur pays, la Pologne qui aurait déjà accueilli 100 000 réfugiés ukrainiens. On en vient maintenant aux sanctions prises contre la Russie par la communauté internationale. Avec ce premier effet, c'était la nuit dernière, un bateau russe a été intercepté dans la Manche, au large des côtes françaises, précisément au large de Honfleur. Le navire a été dérouté vers Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais. Ce cargo de 127 mètres de long, avec une vingtaine de membres d'équipage à son bord, transportait des véhicules vers Saint-Pétersbourg. Il s'agit donc d'un navire de commerce fortement soupçonné d'appartenir à une entreprise russe, visée donc par les sanctions de l'Union européenne contre la Russie. La douane enquête actuellement à bord de ce navire afin de confirmer ces liens. Patrick Martin-Genier, d'après l'entourage d'Olivier Dussopt, le ministre a félicité la douane de son action, conforme, a-t-il dit, aux instructions qu'il a données avec Bruno Le Maire pour la mise en œuvre de ces sanctions. Alors, c'est action, réaction immédiate. Il fallait montrer que tout de suite, ça y est, on met en effet ce qu'on a promis. Tout à fait, il en va de notre crédibilité dans notre soutien massif au peuple ukrainien, au gouvernement de Volodymyr Zelensky. C'était important de montrer que ce qui a été décidé par le Conseil de l'Union européenne, et j'étais le gouvernement, on allait le mettre en œuvre en pratique immédiatement, c'est-à-dire effectivement intercepter toutes sortes de flux commerciaux qui appartiendraient à des personnalités très proches du régime, en tout cas qui ont soutenu le régime. Alors, je ne sais pas si on parlera du système de paiement SWIFT, mais vous avez vu aussi que là, la réflexion commence à progresser également. L'objectif, c'est d'étouffer véritablement l'économie russe de telle façon que ça dissuade Vladimir Poutine d'aller plus loin dans une éventuelle invasion massive. La France y est favorable, mais tous les pays européens ne sont pas sur la même ligne. On en reparlera tout à l'heure dans la prochaine demi-heure. Du côté de la diplomatie, maintenant, à faire le point sur la position française. Emmanuel Macron a dû écourter sa visite au Salon de l'Agriculture ce matin. Il a inauguré le salon, mais n'y a pas passé la journée comme c'était prévu. C'est Jean Castex qui représente donc le gouvernement, puisqu'Emmanuel Macron va présider dans un petit peu plus de 2 heures maintenant un nouveau conseil de défense sur la situation en Ukraine. Avec nous sur ce plateau, Lisa Bertholomé du service politique de BFM TV. Merci d'être avec nous cet après-midi en direct. Qu'est-ce qu'il faut attendre de ce nouveau conseil de défense, le 3e en une semaine? Oui, alors c'est toujours un peu compliqué de dire ce qui va sortir d'un conseil de défense puisque par définition les échanges sont protégés, mais donc c'est effectivement le 3e qui a lieu depuis lundi, le second depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, puisque Emmanuel Macron en avait convoqué un quelques heures seulement après cette invasion jeudi matin. Dans la foulée, le chef de l'État avait d'ailleurs pris la parole. Ce type de réunion, ça permet d'envoyer un signal dans 2 directions. Sur le plan national, ça montre que le gouvernement est mobilisé et qu'il tient compte des conséquences que ça peut avoir sur la population. Sur le plan international, ça montre également que le gouvernement est mobilisé. Emmanuel Macron est très présent sur la scène diplomatique depuis 3 jours. On l'a vu, il multiplie les appels, les réunions avec ses homologues. Et donc cet après-midi, on peut s'attendre à ce que
soit aborder 3 sujets. Le premier, d'abord, le chef de l'État va faire le point sur les sanctions qui ont été décidées depuis quelques jours contre la Russie. Le second va concerner l'aide que l'on apporte à Kiev et au régime ukrainien. La France a promis de l'aide militaire, mais sans donner le détail. Les États-Unis, la Belgique et d'autres États ont déjà prévu de donner plus de moyens au pays. Et puis, dernier point, les conséquences que ça a sur la population. Les Français qui sont à Kiev, on l'a entendu il y a quelques minutes avec l'un de nos compatriotes qui s'exprimait depuis la capitale ukrainienne. Et puis surtout, comment gérer l'accueil et les arrivées de futurs réfugiés ukrainiens. Merci Elisa. Et donc ce conseil de défense aura lieu à 17h. Rejoignez-nous dans quelques minutes. On revient pour la suite de ce journal largement consacré à la situation en Ukraine avec la percée des forces russes à Kiev. Et Kiev qui reste toujours sous le joug ukrainien. Pour l'instant, pas de prise de la capitale par les Russes. On en parle dans quelques minutes. À tout de suite.